Bienvenue à tous. La responsabilité de la France au Rwanda établie, mais la thèse de la complicité dans le génocide des Tutsis de 1994 écartée, c'est la conclusion du rapport Duclerc. Une commission composée de 14 historiens établit que la France porte des responsabilités accablantes dans ce drame qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Un rapport salué aussi à Paris qu'à Kigali, où l'on parle d'un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France. Du côté de Paris, on insiste sur le fait que le rapport ne conclut pas à une complicité de la France. Néanmoins, le gouvernement français promet de poursuivre ses efforts en matière de lutte contre l'impunité des personnes responsables de crimes de génocide. Ce rapport fera-t-il bouger les lignes dans les poursuites contre les suspects du génocide? Aidera-t-il à réparer les relations entre les deux pays? Nous analyserons tout cela avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Bonsoir à tous. Un rapport très attendu sur le rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda a été remis la semaine dernière à Emmanuel Macron qui promet que la France va poursuivre ses efforts contre l'impunité des responsables des crimes de génocide. Le rapport pointe du doigt la politique de la France au Rwanda qualifiée de faillite. La publication du rapport pourrait cependant marquer une étape importante dans les relations dégradées entre Paris et Kigali. C'est un récit de Lionel Gaïma. La commission est composée de 14 historiens et dirigée par Vincent Duclerc. Cette initiative a été mise en place en 2019 par Emmanuel Macron pour faire la lumière sur le rôle de Paris. Ce rapport de plus de 1000 pages, fruit de 2 années d'analyse des archives françaises, écarte certes la thèse de la complicité des autorités françaises de l'époque, mais accable celle-ci sans équivoque. Et moi, ce qui me marque à la lecture des archives, c'est à quel point, au fond, ils n'étaient pas capables de penser ce qui allait pouvoir se passer. Et ils avaient une politique qui était totalement déconnectée des réalités et qui a mené à tous ces dysfonctionnements. Et cette politique était à côté de la plaque. Le rapport est salué aussi en France qu'au Rwanda. Mais dans l'Hexagone, certains ne continuent de croire au bien fondé de l'action française au Rwanda dans les années 90. Mais pour les auteurs du rapport, le soutien inconditionnel de la France au régime de Habyarimana est en cause. Les autorités françaises ont mené une politique qui était une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, qui n'a pas vu effectivement que le Rwanda pouvait s'en sortir et au fond a accentué, la crise ethnique, s'est aligné sur le régime du président Habyarimana qui était un régime raciste, qui n'a pas réussi à retirer Habyarimana des extrémistes. À Kigali, on salue certes la publication du rapport, mais on souhaite que Paris aille plus loin. To me and so many other Rwandans, pour moi et pour tant de Rwandais, le rapport est encore incomplet, car nous avons toute l'histoire. Nous connaissons toute l'histoire. Et j'attends avec impatience le rapport qui sera donné par le gouvernement rwandais, qui a été commandé en 2017. Je suis sûr qu'il contiendra plus de faits qui n'ont pas été vraiment explorés dans le rapport français. Même si la publication de ce rapport est généralement bien accueillie, les organisations de défense de familles de victimes veulent que les autorités françaises actuelles aillent plus loin, en livrant notamment les auteurs présumés du génocide dans le viseur de la justice. La parole est importante, les gestes le sont encore plus, parce que nous, ce que nous souhaitons faire, c'est transmettre la mémoire, transmettre l'histoire, lutter pour la justice et pour le recul du négationnisme qui est extrêmement fort en France. Et en fait, ces mots-là, c'est très bien, mais il y a des personnes à juger en France. Il y a des personnes dont il faut regarder quels furent leurs actes, leurs mots, leurs écrits lors du génocide. Et ça va plus être en fait les actes, notre préoccupation au jour le jour au sein d'Ibuka. Les zones d'ombre qui entourent les actions de la France autour de cette période restent une source récurrente de polémiques en France et empoisonnent les relations avec Kigali depuis plus de 25 ans. La France, alors dirigée par le président socialiste François Mitterrand, a notamment conduit l'opération turquoise, une intervention militaro-humanitaire lancée par Paris
sous mandat de l'ONU entre juin et août 1994. Ses détracteurs estiment qu'elle visait en réalité à soutenir le gouvernement génocidaire Hutu. Parmi les autres points les plus disputés, l'ampleur de l'assistance militaire apportée par la France au régime du président Habyarimana de 1990 à 1994, ou les circonstances de l'attentat qui coûta la vie à ce même président le 6 avril 1994 et déclencha le génocide. Selon l'ONU, environ 800 000 personnes, essentiellement dans la minorité Tutsi, ont été tuées en 3 mois lors des massacres déclenchés après l'attentat contre l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana le 16 avril 1994. Voilà, merci beaucoup Lionel. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Kigali, on a Jean-Paul Kimonyo, chercheur, expert en reconstruction post-conflit, et également ancien conseiller du président Paul Kagame. À Paris, nous avons maître Richard Gisagara, avocat, connu entre autres pour son travail sur la législation contre la négation du génocide des Tutsis au Rwanda. Et à Carlisle, ici en Pennsylvanie, donc on a Jean-Pierre Karegueye, professeur à Dickinson College. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Je démarre avec vous, Jean-Paul Kimonyo. Alors, comment est-ce que le rapport est perçu à Kigali? On a le ministère des Affaires étrangères du Rwanda qui parle d'un pas important vers la compréhension commune du rôle de la France, mais on attend aussi la publication d'un rapport commandé par le gouvernement rwandais, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le rapport a été reçu de façon positive par les milieux officiels à Kigali. Je pense qu'il y a un consensus pour les gens, au moins, qui partagent les positions du gouvernement rwandais, que le rapport fait une avancée importante dans la connaissance commune du rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Même si les Rwandais aussi tiennent à bien préciser qu'ils n'attendent pas d'apprendre ce qu'a fait la France au Rwanda par la France. Enfin, ça s'est fait au Rwanda et ça s'est fait sur les Rwandais. Et les Rwandais ont fait des enquêtes eux-mêmes. Et donc, ils ont une vision très claire et très précise de ce qu'a été le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Et maintenant, ce qui est important aussi, avec le temps qui passe, c'est commencer d'avoir une compréhension commune entre les 2 pays. Et ce rapport va dans ce sens-là. D'accord. Alors, Maître Gisagara, beaucoup ont salué un pas important dans la recherche de la vérité, mais la Commission regrette quand même que le bureau de l'Assemblée nationale française lui ait refusé la consultation des archives de la mission d'information parlementaire de 1998. Est-ce que vous êtes satisfait des conclusions de ce rapport, surtout en tant qu'avocat? Oui, vous me posez la question en tant qu'avocat. Oui, en fait, en tant qu'avocat, oui, effectivement, nous sommes satisfaits, mais nous avons des réserves qui sont assez importantes. Donc, c'est une satisfaction. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme mon prédécesseur l'a dit, c'était une avancée importante. C'est la première fois que les autorités officielles françaises reconnaissent la responsabilité grave et accablante, comme ils ont dit, dans le génocide commis contre les Tutsis. Voilà, ça, c'est une chose qu'il faut saluer. Mais les réserves que nous avons, je vous parle en tant qu'avocat, puisque effectivement, vous m'avez posé la question dans ce sens. Allez-y. Oui. Voilà, les réserves que nous avons, c'est sur la complicité. Parce qu'en fait, quand on parle de complicité, j'ai vu la conclusion qui a été faite par le rapport, qui parle d'absence de complicité. Moi, je m'interroge parce que je trouve que la qualification qui a été donnée au mot complicité est une qualification très restrictive qui a été utilisée par la Commission, notamment parce que pour conclure à la non-complicité, le rapport insiste sur le fait qu'il n'y avait pas d'intention génocidaire. Je précise que là, je parle de responsabilité individuelle, pas de responsabilité de la France en tant que pays, mais les responsabilités individuelles des acteurs qui sont nommément cités dans le rapport. Et voilà, pour ma part,
cette qualification, l'analyse qui a été faite sur la notion de complicité, qui est une notion juridique, ne me satisfait pas, et c'est pour ça que pour ma part, j'émets en tout cas des réserves sur ce rapport, seulement sur son point, qui est un point juridique, qui pour ma part, devant une juridiction, n'aurait peut-être pas la même conclusion. À mon sens, la justice risque d'avoir une conclusion différente de celle qui a été émise par le rapport. D'accord. Alors, Jean-Pierre Karegaye, il y a ceux, comme par exemple l'ONG Survie, qui estiment que le rapport n'est pas allé aussi loin, effectivement, mais certaines personnes, certaines autorités en France estiment que le rapport montre plutôt que les soldats français ont rempli leur mission et ont étalé leurs qualités humaines et morales, pour reprendre l'expression du général Lafourcade. Ce sont clairement deux lectures différentes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait de lectures différentes. Donc, je dirais, comme tout le monde l'a dit, par rapport à ce rapport, le plus important, ce qu'on constate d'abord, c'est ce pas de plus. Donc, ça, c'est important. Et si on considère les différents discours des hommes politiques français, et à partir de Mitterrand jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est quand même une avancée qu'il faudra reconnaître, et ça c'est très important. Et donc non seulement ce génocide qui a été commis en 1994 et qui a été sponsorisé par un État, c'est-à-dire l'État rwandais de l'époque, aidé par la France, et remarquez qu'il n'existe aucun génocide au monde, aucun génocide ne peut se passer sans l'appui d'un État, sans qu'il soit sponsorisé par un État. Et remarquez que le gouvernement rwandais de l'époque, à lui seul, probablement ne pouvait pas à lui seul être capable de commettre ce génocide sans qu'il y ait des complicités ailleurs. Donc ça c'est un. Deux, concernant les lectures, en disant que c'est un rapport qui, disons, c'est un pas de plus, oui, parce que c'est pour la première fois, je crois, pour les chercheurs, et c'est le côté qui m'intéresse, pour la première fois, les chercheurs ont eu accès à d'autres documents, donc ces archives. Jean-Paul Kimonyo, le rapport du Clerc semble pointe en fait un aveuglement idéologique, entre guillemets, du gouvernement français de l'époque. Pour vous, le rôle de l'opération turquoise a-t-il été suffisamment étudié dans ce rapport? L'opération turquoise est peut-être une des parties du rapport qui laisse le plus à désirer. Mais peut-être avant d'arriver à cette question-là, je voudrais revenir très rapidement sur la question de la complicité de génocide. La commission n'a aucune légitimité pour faire un édit légal par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose aussi, c'est que le corps du rapport, le matériel qui est présenté à travers le rapport, de façon très claire, montre au moins des éléments de complicité. Donc il y a deux avancées importantes. Il y a d'une part la reconnaissance d'une responsabilité écrasante, ça c'est acquis. Mais deuxième avancée importante aussi, c'est d'apporter le débat au niveau de la complicité ou non-complicité de la France. Il y a 5 ans, les anciens responsables politiques de l'époque, quand on évoquait une possibilité de complicité de la France à l'époque, ils prenaient la question de très haut. Je disais, mais de quoi vous parlez? Ah non, là maintenant, le débat, c'est dans ces termes-là qu'il est présenté. Et donc, même si le rapport lui-même dit qu'il n'y a pas complicité, mais très rapidement, je pense que cette dénégation va être remise en brèche. D'accord. Alors, Maître Gisagara, le rapport ne recommande pas de poursuite contre d'anciens responsables français, mais pensez-vous que certains, dont l'administration française de l'époque, devraient s'expliquer devant la justice? Alors, la suite judiciaire va dépendre des acteurs de la société civile, parce que la commission, le rapport n'était pas là pour enclencher des poursuites, il était là juste pour éclairer la population, et que ce soit les Français ou même la communauté internationale, sur le rôle de la France. Et rappelez-vous d'ailleurs que lorsque cette commission a été mise en place, c'était suite à la rencontre qu'il y a eu lieu entre le président Macron et le président Kagame, et il a été décidé donc de nommer une commission d'experts qui va donner leur avis en tant qu'experts.
Donc, ils étaient là uniquement pour nous éclairer en tant qu'experts. Maintenant, à mon sens, c'est le rôle de la société civile de se saisir de ce rapport, des éléments qui sont dans son rapport, pour voir s'il faut engager des poursuites ou pas. Et donc, pour ma part, il me semble que, en tout cas, pour moi, je pense qu'il devrait y avoir une suite judiciaire à l'encontre de certaines personnes qui sont citées dans ce rapport. Je sais que certaines associations s'interrogent sur cette question. Et voilà, et donc je pense qu'il faudra peut-être donner le temps au temps. Et à mon sens, je pense que ça ne va pas s'arrêter là. D'accord. Et Jean-Pierre, le rapport fait une série de recommandations, hein, comme le renforcement dans le cursus pédagogique de l'enseignement sur les génocides ou le changement de critères, même dans le recrutement des hauts fonctionnaires français. En tant qu'universitaire, pensez-vous que l'éducation sur ces questions peut faire la différence? Oui, tout à fait, et c'est très important. Donc l'éducation est importante et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à la Shoah, on peut voir l'importance de, disons, de l'éducation et là-dessus. Et c'est important aussi en France. Et évidemment, c'est bien important, disons, au niveau de la recommandation qui a été faite. Donc, je crois que ça, c'était aussi un des éléments, un des objectifs. Donc, l'enseignement du génocide des Tutsis en classe terminale en France. Et donc, ça, c'est un élément, je crois, important. Mais évidemment, la question qui demeure, et l'enseignement du génocide des Tutsis au Rwanda, mais quel contenu? Ça sera aussi important parce que si on parle de ne pas reconnaître, par exemple, la question de la complicité sur le plan légal, évidemment, je ne vais pas m'aventurer sur la question de la légalité, mais surtout sur les responsabilités de la France. Donc, le contenu sera aussi très important parce que vous savez qu'en France, à un moment, on voulait même enseigner l'histoire de la colonisation, mais surtout les bienfaits de la colonisation. Donc, on devrait faire attention à la question du contenu. Mais je crois que c'est un pas de plus et c'est très important. Important parce que le négationnisme circule beaucoup, si vous me permettez, dans les milieux, surtout dans l'enseignement, donc ceux qui écrivent, les enseignants, les professeurs, etc. Et il y a le négationnisme qui circule. Et non seulement, ici nous parlons de ce génocide des Tutsis et ce rapport qui est des 90, disons, qui a étudié les documents des 90 en 94, mais n'oublions pas que la France a facilité aussi le négationnisme. Et comment cela? Parce que vous avez les négationnistes qui vivent en France et François Mitterrand lui-même est la toute première personne à créer cette notion des doubles génocides en 1994. Et donc, quand on parlait d'enseignement, je crois qu'on devrait tenir compte de tous ces éléments, comment combattre le négationnisme, et ça sera, je crois, un élément aussi important en plus de ça. Oui, l'enseignement, c'est un aspect très, très, très important. D'accord. Alors, j'ai juste deux commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Hassan Boulalé à Djibouti qui nous dit que la justice doit faire son travail et traduire les responsables rwandais et français pour enterrer l'adversité entre les deux pays. Et puis, Fiston et à Kamina en République démocratique du Congo, il nous dit que la France doit dédommager le Rwanda et cesser son ingérence dans les affaires africaines. Il estime que la CPI doit trancher. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Merci beaucoup et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum à Kigali. Nous avons Jean-Paul Kimonyo, chercheur, expert en reconstruction post-conflit et ancien conseiller du président Kagame. À Paris, maître Richard Gisagara, avocat. Et à Carlisle, en Pennsylvanie, Jean-Pierre Karegueye, professeur à Dickinson College. Alors, Richard, Richard Gisagara, ce rapport permettra-t-il d'avancer sur la question du jugement des suspects et
et aussi sur celle de la négation du génocide des Tutsis, un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Oui, alors merci pour la question. En ce qui concerne, moi je pense que le plus important, ça sera, l'apport principal sera sur la lutte contre le négationnisme. Je vais revenir tout à l'heure sur le jugement des acteurs, de personnes qui sont présumées génocidaires. En ce qui concerne le négationnisme, c'est une avancée très importante. Pourquoi? Parce que ce rapport écarte de façon très claire la théorie du double génocide. Vous savez que il y a beaucoup, la théorie du double génocide est une des tactiques qui sont utilisées par les génocidaires, en fait, qui veulent arriver à la conclusion que, somme toute, ce qui s'est passé au Rwanda, c'était juste un massacre de plus entre deux populations qui sont massacrées, et voilà, avec cette vision-là colonialiste entre les peuples barbares qui se tuent entre eux. Donc, ce rapport permet d'écarter cette notion. Deux, vous m'avez demandé également si ça va servir en ce qui concerne la répression des suspects, des personnes qui sont suspectées d'avoir été impliquées dans le génocide. Ça, l'apport est limité. Pourquoi? Parce que les procès ont déjà commencé, ils sont là. Peut-être les complices français, peut-être que pour les complices français éventuels pourraient être poursuivis, mais pour les autres personnes qui sont recherchées pour leur implication dans le génocide, je ne vois pas ce que ce rapport apporte de plus. Jean-Paul, sur les plans politiques et diplomatiques, quels peuvent être les défis, mais surtout les opportunités entre la France et le Rwanda après la publication de ce rapport? Écoutez, le rapport s'inscrit dans une période assez favorable dans les relations entre la France et le Rwanda, dans un vrai réchauffement. Et même la commandite de ce rapport par le président Macron est un exemple de cela. Et donc maintenant, la qualité de ce rapport-là, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir par rapport à ce rapport-là, va, je pense, réchauffer encore davantage les relations entre le Rwanda et la France. D'accord. Et Jean-Pierre, en réaction au rapport, la ministre française des Armées a écrit à ses troupes, si on peut le dire ainsi, elle écrit « J'en tire une détermination renforcée à me battre à vos côtés contre tous ceux qui, pour des raisons idéologiques, remettent en cause par des propos mensongers l'action de nos soldats et l'honneur de nos armées au Rwanda comme ailleurs ». Alors, en tant qu'universitaire, comment analysez-vous, interprétez-vous ces propos au moment où Paris espère un apaisement dans les relations entre les deux pays, Paris et Kigali d'ailleurs? Oui, et, disons, la première chose que je pourrais dire, c'est que je n'ai pas été surpris par ces propos, mais remarquez que ce rapport a été aussi, disons, celui qui a commandé, c'est le président français qui est lui-même, me semble-t-il, le commandant en chef, n'est-ce pas? Et c'est vrai, c'est pas encore un rapport du gouvernement français comme tel, mais disons, le rapport a été soumis. Mais ça ne me surprendrait pas. Je crois que toute personne, d'une façon ou d'une autre, accusée d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 tentera certainement de se dédouaner. Je crois que c'est cette tentative qui est en train de se faire. Et donc, ça ne me surprend pas et ce n'est pas la première fois. Mais en plus de ce rapport, et d'autres sources qui existaient déjà, avaient déjà épinglé le rôle de la France et surtout des militaires français, n'est-ce pas? Nous connaissons des militaires français qui ont écrit même à propos de leurs propres responsabilités. Donc, ça ne me surprend pas et je crois que les recherches devraient continuer. Donc, la responsabilité, bon, je ne suis pas encore au niveau légal, mais la responsabilité de la France, elle est claire. Jean-Paul, ajouter un petit mot par rapport à ça. La volonté politique. Oui, allez-y. La volonté politique entre les deux pays, elle est claire. Donc, je voudrais répondre un peu à la question que vous avez posée par rapport à l'armée française. Moi, c'est que le rapport est sorti, mais depuis, il y a un certain nombre de réactions très fortes qui ont été faites par un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs clés de l'époque. Et là, maintenant, par exemple, il y
il y a 2 généraux qui se sont complètement dissociés avec l'action de la France à l'époque et qui ont expliqué que l'armée et les militaires ont fait ce qu'on leur a dit parce qu'ils étaient disciplinés, mais qu'ils étaient révoltés par ce qui s'est passé. 2 généraux à la retraite, mais 2 généraux qui l'ont dit, excusez-moi, il y en a 3 même, c'est même 3 généraux. Ça, c'est une première chose. Autre chose aussi, il y a Bernard Kouchner, qui à l'époque était secrétaire d'État et ministre du président Mitterrand, qui a aussi fait une réaction en disant que la cécité de la France à l'époque était volontaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En fait, une des choses que fait le rapport aussi, c'est de clarifier les responsabilités. Et le rapport porte la responsabilité, mais alors vraiment de façon très importante, sur le président Mitterrand et sur son cabinet militaire privé. D'accord. Et Richard, quelle sera, ça c'est une question personnelle, je sais que vous êtes très impliqué en France sur ces questions, quelle va être quelles vont être les prochaines batailles devant les cours et tribunaux sur cette question spécifique du génocide des Tutsis au Rwanda? Les prochaines batailles, déjà, ce qui va arriver, c'est une audience qui est prévue le 26 mai 2016. Non, 2016, excuse-moi, 2021. C'est une procédure qui concerne un journaliste qui est très connu, d'Omariane, qui est la directrice d'Omariane, qui s'appelle Natacha Polony, pour des propos qu'elle a tenus, justement en parlant de double génocide, en fait, parce qu'elle avait prononcé des propos où elle est comparé, où elle disait que, à ce qui concerne ce qui s'est passé au Rwanda, il y avait des salauds contre d'autres salauds. Donc ça, c'est la prochaine bataille, si vous voulez avoir un calendrier. Donc c'est la prochaine audience qui aura lieu dans après un mois. Après, plus tard, on verra bien ce que... Oui, allez-y. Oui, après, on verra bien ce que les associations qui réfléchissent aujourd'hui sur les suites éventuelles à donner à ce rapport vont décider. Et si les associations décident de faire une action, évidemment, je m'y joindrai. D'accord, on va suivre en tout cas. Et pour terminer, Jean-Pierre Kaléguéé, l'université, disons les universitaires, dans la conscientisation des populations sur cette question du génocide des Tutsis. Pour terminer, quel doit être le rôle des universitaires? Oui, le rôle des universitaires ou des intellectuels doit être très, très, très important. Et ici, j'aimerais surtout souligner ce qu'on peut attendre des intellectuels africains, parce que ici, il s'agit évidemment du Rwanda et de la France, mais cela, évidemment, représente le rapport entre la France et les pays africains ou l'Afrique en général. Et depuis 1990 et jusqu'à maintenant, 1994 et le génocide, on constate qu'il y a un grand silence de la part des intellectuels africains. Et cela pose problème. Et je crois qu'un écrivain comme Boubacar Boris Diop l'a souligné plusieurs fois sur le silence des écrivains africains, ou même Eboussi Boulaga aussi s'était interrogé à l'époque sur ce silence. Et donc je crois qu'il y a ce rapport qui est un rapport français, écrit par des Français, et je crois que ce n'est pas la France qui devrait nous donner les termes du débat en tant qu'intellectuel africain ou universitaire. Donc on attend, on parlait tout à l'heure de l'enseignement, le génocide des Tutsis par exemple n'est pas enseigné dans les écoles africaines, donc je crois que ça devrait être un moment pour aussi penser la responsabilité des intellectuels africains, je ne sais pas des responsabilités, mais surtout prise en charge de ces génocides par des intellectuels africains ou universitaires. C'est quelque chose qui manque. Il y a Mbembe, par exemple, qui a cette commission sur la France et l'Afrique. Il n'y a pas moyen de parler de la France et l'Afrique et ignorer ce génocide. Et j'espère que dans son travail, et j'attends voir s'il y aura le génocide des Tutsis sera discuté dans le rapport Mbembe comme intellectuel africain. Voilà, un débat à suivre. En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Je remercie tous mes invités, également l'équipe technique. Je n'oublie pas nos télépartenaires sur le continent. Vous pouvez suivre cette émission également sur le site voafrique.com. À très bientôt. Au revoir.